Bien, bienvenue, bonjour, bienvenue à ce webinaire éco-conception proposé donc par la Chambre de commerce et industrie avec l'ADEME et la région Grand Est dans le cadre de Climaction. Et donc on se retrouve ce matin sur un webinaire pour vous permettre de tester votre capacité à ne pas tomber dans le greenwashing. Alors ce webinaire, il va particulièrement vous intéresser si dans votre entreprise, vous êtes en charge de la communication et du marketing. Mais voilà, mais ce webinaire va également vous intéresser si vous êtes en charge de la RSE dans votre entreprise ou que vous travaillez de manière plus globale sur les sujets environnement en tant que responsable qualité, sécurité, environnement. Et en tout cas, voilà, vous êtes motivé par l'engagement de votre entreprise pour développer des produits plus éco-conçus. Et donc ce matin, vous allez pouvoir voir justement comment aborder cette phase de la communication sur les produits éco-conçus. Alors je me présente, donc je suis Ronan Sebilo, donc je suis conseiller économie circulaire, donc Chambre de commerce et industrie, donc je suis basé à Strasbourg, j'interviens sur le territoire Alsace, mais je suis également référent pour la CCI Grand Est sur la thématique éco-conception. Voilà, et donc ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille à la CCI, donc sur ce sujet éco-conception et de manière plus globale sur le sujet économie circulaire. Alors, avant de commencer, voilà, ce type d'informations, vous les connaissez, mais c'est important de les avoir en tête, sinon tout ce qu'on va se dire après n'aura pas le même sens. Vous le savez, aujourd'hui, problème, plus on émet de gaz à effet de serre, plus il y a de l'effet de serre, c'est enfantin. Mais voilà, mais aujourd'hui, on est vraiment face à ce problème épineux. Et petit quiz justement, pour voir si vous avez bien en tête les bons ordres de grandeur. Ça voilà, ça c'était l'Europe il y a 20 000 ans, dernière période glaciaire. Vous aviez des glaciers sur le nord de l'Europe, de la toundra sur la majorité de la France, et si vous voulez avoir de la forêt, il fallait aller sur le bassin méditerranéen. Vous pouviez aller à pied au Royaume-Uni, puisque les océans étaient plus bas de 100 mètres. Et donc la question, il faisait plus froid lors de cette période glaciaire, mais à votre avis, il faisait plus froid de combien? Est-ce qu'il faisait plus froid de 1 degré, de 5 degrés, ou de 10 degrés, ou de 20 degrés? Voilà, je vous laisse répondre à cette question. Voilà, si vous avez déjà subi ce sondage plein de fois avec la CCI, bah voilà, c'est. Mais voilà, ça c'est le point de départ. Allez, je vous laisse encore 2-3 secondes pour répondre. Ok, merci pour vos retours. Alors du coup, vous êtes 11% à avoir voté pour 1 degré, 50% pour 5 degrés, 25% pour 10 degrés et 14% pour 20 degrés. Et donc en effet, la majorité a raison, c'est bien 5 degrés la réponse. Difficulté, là on parle de la température planétaire. Donc il y a 20 000 ans, il faisait plus froid en moyenne sur Terre de 5 degrés. Et voici les conséquences géologiques que l'on constate. Combien cela ferait d'aller vers du plus 4 ou plus 5 degrés sur Terre? On ne sait pas, mais c'est un changement très fort. Et justement, cette semaine a été annoncé le fait que des records de température planétaire ont été battus avec une moyenne de 17 degrés en moyenne sur Terre. Bon voilà, donc le problème est toujours là. Donc là, on va vraiment partir maintenant dans on va dire, la vision qui est, ok, on a trop de CO2, on a également une problématique de raréfaction des ressources, et puis d'atteinte des différentes limites planétaires, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc là, on va vraiment se mettre dans la situation où on va se dire, ok, ce qu'il faudrait, ce serait d'utiliser des produits et des services qui vont mobiliser 80% d'énergie et de matière en moins sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et ça, vous pouvez le développer en faisant de l'éco-conception. Voilà, on va partir sur cette approche. Et justement, également, avant d'aller un peu plus loin sur cette notion d'éco-conception, est-ce que vous avez déjà un peu d'expérience sur ce sujet? Voilà, est-ce que vous découvrez le sujet de l'éco-conception? Voilà,
ça vous parle, mais pas plus que ça. Ou alors, bah voilà, vous connaissez ce sujet de l'éco-conception, vous l'avez en tête, ou alors vous le connaissez, vous l'appliquez en entreprise depuis moins d'un an, ou bah, vous le connaissez et vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur ce sujet en entreprise depuis plus d'un an. Voilà, c'est intéressant de voir bah, comment vous vous positionnez par rapport à ce sujet. Voilà, super. Donc question un petit peu plus difficile que les degrés, mais merci pour vos différents retours. Ok, très bien. Merci pour vos retours. Alors, hop. Et donc vous êtes 30% à découvrir vraiment ce sujet de l'éco-conception et 50% à connaître le sujet de l'éco-conception. Vous êtes 7% à l'avoir appliqué depuis moins d'un an et 12% à le connaître et l'appliquer depuis plus d'un an. Donc voilà, vous êtes vraiment plutôt sur un profil où vous connaissez un peu ce sujet de l'éco-conception, mais vous ne l'avez pas forcément appliqué. Ça peut être cohérent, parce que voilà, là, on a vraiment fait ce webinaire en particulier à destination des fonctions communication marketing. Et voilà, vous avez peut-être moins cette expérience que peut-être des collègues au niveau R&D et bureau d'études, mais justement vous êtes là pour ça, pour progresser sur ce sujet. Alors, prenons un exemple, voilà. Imaginons, voilà, vous êtes dans une entreprise, vous vendez du matériel bucco-dentaire et vous avez une démarche d'éco-conception. Vous aviez la version standard de la brosse à dents, donc la brosse à dents plastique à usage unique avec un emballage carton et plastique. Et il y a eu une démarche d'éco-conception faite dans l'entreprise et vous aboutissez à, je masque le sondage, voilà, donc vous arrivez à une version éco-conçue qui va comporter du coup des têtes de brosse à dents qui vont être que vous allez pouvoir retirer et mettre une nouvelle tête de brosse à dents. Donc vous n'allez plus jeter le manche en entier. Et l'évaluation environnementale, l'évaluation matière a montré que cette solution permet de gagner 50% de matière sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Et vous arrivez maintenant à cette étape de communication, éco-communication. Alors c'est vrai que déjà la première question, quand on est sur des produits plus écologiques, la question c'est de se poser la question, c'est de se dire est-ce que je vais communiquer ou pas sur la valeur ajoutée environnementale? Pourquoi? Parce que bah voilà, vous êtes bien dans la communication du marketing, vous vous adressez à une cible, vous avez des cibles qui ne sont pas sensibles à tel ou tel argument de vente. Donc c'est vrai que là, ça peut être intéressant d'avoir une première étape, de bien reanalyser quels sont vos segments de clients et quelles sont leurs attentes. Et là, par exemple, cet outil est intéressant, c'est donc le Value Proposition Canva, qui permet de reprendre vos segments de clients et de remettre à plat avec des post-it en équipe, par exemple, votre client, un persona de client, quelles sont ses douleurs, quels sont ses espoirs en termes de gains, et puis qu'est-ce qu'il peut obtenir, qu'est-ce qu'il a comme aspiration sociale, et de l'autre, votre produit, votre service, votre offre, qu'est-ce qu'elle amène comme élément qui va supprimer la douleur du client ou qui va lui générer des gains. Voilà. Et justement, sur cette partie soulageur de mots, aide vos clients à mieux dormir, par exemple, en les aidant à résoudre de gros problèmes, en diminuant leurs craintes ou en éliminant leurs soucis. Et là, c'est là où finalement, bah, potentiellement, pour certains segments de clients, vous allez avoir quand même des clients qui vont de plus en plus avoir conscience que, ok, les émissions CO2, en fait, je les ai aussi à travers les produits et services que j'achète tous les jours, que ce soit en tant que particulier ou en tant que, par exemple, acheteur industriel. Et donc, voilà, ça peut commencer à devenir, pour certains segments de clients, un élément douloureux. Et si en face, vous arrivez avec un produit qui permet au client de se dire « Ok, je vais continuer à acheter une brosse à dents, parce que je ne veux pas renoncer au fait de me brosser les dents, même s'il y a la crise climatique », et bien là, vous allez pouvoir potentiellement arriver avec un produit qui va avoir une vraie valeur ajoutée pour le client, mais comme toujours, il faut pouvoir le valider avec des panels clients et autres ou d'autres moyens. Donc voilà, donc ça, je rentre pas dans le détail, mais voilà, donc vous avez
pouvez l'appliquer sur votre produit, ça va assez vite, c'est un outil vraiment intéressant. Et après, vous pouvez le décliner par segment de clients ou distributeurs, voilà, qui va potentiellement vous permettre d'identifier, ah, là, on a un segment de clients, l'environnement, il s'en fiche. Nous, c'est pas grave, on a développé un produit qui nous fait gagner 50% de matière en vendant le même service, bah, on prend ce bénéfice. Par contre, peut-être le client va pas lui faire de communication liée à l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sensible, ou au contraire, cet autre segment de client est sensible, on va utiliser des allégations environnementales. Donc c'est un vrai choix stratégique. Où est-ce que je mets le curseur entre est-ce que je vais mettre 80% de ma proposition de valeur en environnement, en éco-marketing, et que 10% en marketing classique, ou 70% marketing classique et 30% éco-marketing. Ça, c'est un schéma intéressant développé par donc, le consultant Julien Iraga-Gracia, qui a donc développé pas mal d'approches éco-marketing. Bien, maintenant vous êtes arrivé à la conclusion que oui, c'est stratégique et important pour vous de faire de l'éco-communication par rapport à vos différents segments de marché. Et voici maintenant le cœur du sujet. Donc, la difficulté, c'est que, vous voyez, par exemple, la brosse à dents, vous voulez vendre voilà, votre nouvelle brosse à dents avec des têtes rechargeables. Ce type de brosse à dents éco-conçue, finalement, ne représente que 1% du marché. Donc, vous allez devoir avoir une communication qui est impactante, qui est attractive, qui va permettre de transformer des prospects en clients, les convertir à cette nouvelle façon de se brosser les dents. Et donc vous allez devoir avoir encore une fois une communication qui est impactante, forte. Et la difficulté, c'est qu'en faisant ça, vous allez augmenter le risque de tomber dans du greenwashing, parce que voilà, vous avez besoin d'avoir une communication, encore une fois, qui est forte, impactante. Vous êtes face à un marché qui est dominé par la brosse à dents à usage unique. Vous êtes tout seul sur ce petit îlot, vous voulez gagner des parts de marché. Plus vous allez gagner des parts de marché, plus vous allez permettre de réduire les émissions de CO2 des clients et de la société en général. Donc voilà, il faut y aller au niveau communication, mais en faisant ça, en ayant une communication très percutante, en voulant la rendre très visible, vous allez augmenter la chance d'avoir du greenwashing. C'est paradoxal, puisque voilà, il y a vraiment un besoin de rendre visibles ces produits et services éco-conçus, mais en ayant encore une fois une communication trop forte, on augmente la probabilité de greenwashing. Quelque chose de paradoxal. Donc voici les 3 difficultés majeures auxquelles vous allez vous confronter, donc les 3 pièges entre guillemets. Le premier, c'est que le sujet traité, donc la valeur ajoutée environnementale, c'est un sujet qui est vraiment complexe. Le deuxième point qui est compliqué, c'est que la réglementation, les normes qui encadrent cela sont à la fois peu précises et très précises. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et puis, troisième élément, c'est une partie des citoyens sont de plus en plus éco-sensibles à fleur de peau. Alors, premièrement, le fait que cela soit un sujet complexe, pourquoi? Parce que quand on va chercher à réduire l'impact environnemental de mon produit ou de mon service, on va le chercher à le faire sur l'ensemble du cycle de vie. Donc matière première, fabrication, distribution, utilisation, fin de vie. Et on va travailler sur l'empreinte CO2, mais à un moment donné, on va dire il faut aussi travailler sur l'empreinte eau, voire sur l'empreinte éléments toxiques, et puis après empreinte biodiversité, et puis après on va dire mais il y a aussi le problème des terres arables, des terres cultivables, et tous ces indicateurs, vous allez les multiplier sur l'ensemble du cycle de vie. Et puis finalement, voilà, l'éco-conception, c'est développer des améliorations sur un produit, un service, selon ces 8 axes d'éco-conception. Voilà, ça va de optimiser la durée de vie du produit, à sélectionner des matériaux moins impactants, optimiser la logistique, voilà, et vous allez avoir pour l'ensemble de ces axes d'éco-conception, au final, jusqu'à plus de 70 familles de solutions. Donc voilà, donc quand vous êtes en charge de la communication sur du marketing de produits éco-conçus, ça peut vraiment partir sur plein de sujets différents qui sont initialement basés sur des éléments scientifiques. Et donc ça, c'est un premier élément de difficulté. Je passe au troisième sur le citoyen. La difficulté, c'est que vous êtes potentiellement face à des clients, des citoyens qui sont
de plus en plus conscience de la gravité des crises environnementales, la crise climatique, les futures crises de raréfaction des ressources, pétrole, gaz, métaux, etc. Euh, et du coup, ces citoyens sont à fleur de peau par rapport à des allégations qu'ils vont juger comme étant du greenwashing. Je change de contexte, imaginez un autre contexte. Voilà, vous êtes vous êtes client, vous achetez vous voulez acheter une nouvelle télé, puis là vous voyez un fabricant qui communique sur sa nouvelle télé en indiquant qu'il a un nouvel écran 4K ready compatible 5G. Et vous connaissez un peu, on va dire, vous êtes un peu technophile, et vous savez que nouvel écran 4K ready, ça ne veut rien dire. Soit un écran peut afficher une résolution de 4K, ou soit il ne le peut pas, mais 4K ready, c'est potentiellement une communication trompeuse. Qu'est-ce que vous allez penser de la marque qui a fait ça? Bon, vous allez peut-être vous dire, bon, bah, ils en ont fait trop, ou ils n'ont pas l'air de, voilà, peut-être ils maîtrisent pas bien le sujet, enfin voilà. Mais on va dire que ça va s'arrêter là. La marque va peut-être perdre un peu de notoriété à vos yeux, et puis d'autres clients qui ne sont pas technophiles vont peut-être finalement acheter cet écran en se disant que c'était le plus intéressant. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Quand vous allez parler de sujets liés à l'environnement, vous allez parler finalement de problèmes liés, de problèmes qui vont impacter la société de plus en plus. Encore une fois, voilà, imaginez votre camping a brûlé cet été à cause des incendies qu'on n'arrivait plus à maîtriser. C'est la rentrée et vous tombez sur une communication d'une entreprise et voyez vraiment un gros greenwashing. Là, vous allez dire, ben voilà, le problème vient de ce type de produit notamment, et cette entreprise veut me faire croire qu'elle fait quelque chose pour l'environnement, alors qu'en fait, elle ne fait rien. Et voilà. Réglementation. Donc finalement, quand un sujet est de plus en plus, on va dire, impactant pour les citoyens, ça remonte au niveau de l'État et de l'Union européenne. Et donc vous avez des réglementations qui encadrent tout cela. Donc finalement, de manière très simple, vous pouvez retenir que il y a bien au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, des directives qui encadrent les pratiques commerciales, qui ne doivent être pas déloyales et trompeuses. Et finalement, ces directives qui s'appliquent sur toutes les actions commerciales s'appliquent également dans le cadre d'actions commerciales qui utilisent des arguments liés à l'environnement. Vous ne pourriez ne retenir que cela. Après, forcément, vous avez des directives, et on va lire quelques passages, qui donnent plus de détails, mais ce sont à chaque fois des directives qui vous donnent un cadre général. La pratique commerciale ne doit pas être déloyale et trompeuse. Qu'est-ce que c'est une action trompeuse? Bah voilà, on va lire que c'est une pratique commerciale et trompeuse si elle contient des informations fausses, mensongères et éléments importants, ou si ces informations, bien que correctes dans les faits, peuvent induire le consommateur moyen en erreur et sont susceptibles de l'amener à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement. Donc là, vraiment, on se retrouve vraiment dans ces situations où, imaginez, euh, vous devez vendre votre brosse à dents qui est éco-conçue. Vous avez les informations techniques et on vous demande de faire la communication. Peut-être vous allez amener des éléments de communication qui sont exacts sur la brosse à dents, mais vous allez les délivrer auprès du client de manière non pertinente, et vous allez peut-être tomber dans le greenwashing alors que vous êtes avec un produit éco-conçu. Et que volontairement, quand vous avez fait cette communication, vous n'aviez pas la volonté de nuire, d'être trompeur face au client. Mais encore une fois, l'environnement, c'est un sujet complexe, et donc ça nécessite quand même une phase d'apprentissage sur ce sujet. Voilà, donc les textes vont vous aider, mais bon, pas tant que ça. On va vous dire, pour ne pas être trompeuse, les allégations environnementales doivent être véridiques, ne pas contenir de fausses informations et être présentées de manière claire, spécifique, dénuée d'ambiguïté. Ok, mais bon, ça ne nous aide pas vraiment. Et justement, c'est pour ça, juste après, on va vous proposer un test pour avancer sur ce sujet de manière pédagogique et ludique. Voilà, c'est la période estivale. Difficulté, c'est qu'on a une réglementation européenne et des normes qui vont vous donner des cadres qui sont globaux et donc peu précis, des cadres généraux. Et si vous commercialisez en France, vous avez en France une réglementation française et des guides qui sont, eux, en plus très précis sur certains sujets. Et en plus, ces réglementations évoluent fortement. Donc, pas simple de vous y retrouver.
Voilà, l'Union européenne a fait des études qui montrent, selon elle, quand elle a regardé un panel d'allégations environnementales, que 53% de ces allégations fournissaient des informations vagues, trompeuses et infondées. Donc ça montre que c'est a priori vraiment un vrai sujet de fond. Et justement, vous allez pouvoir vous tester votre capacité anti-greenwashing avec un test qu'on va faire ensemble. Alors après ce test, bah, pareil, je vous donnerai quelques, on va dire, idées de moyens pour vous permettre de vous améliorer sur ces sujets. Et on fera également un corrigé dans la foulée de ces différents mini cas d'études. Cas d'études que j'ai anonymisés. L'objectif pour moi, ce n'est pas de, comment dire, de pointer du doigt une entreprise qui aurait fait une fois du greenwashing. Hein, voilà, voilà c'est pas l'objectif de l'exercice qu'on va faire là maintenant. C'est bien pour, voilà, de manière pédagogique, avancer sur ce sujet. Alors, comment vous allez pouvoir vous tester? Alors, soit vous prenez votre téléphone et vous flashez le QR code qui va vous envoyer donc vers un Google Forms et vous mettez nom, prénom, et ça vous permettra de répondre à ce test, ou soit vous préférez le faire entièrement sur votre ordinateur et je vous ai envoyé dans le chat le lien vers ce Google Forms en ligne. Et donc là, par contre, il faut que vous ouvriez deux fenêtres pour que vous puissiez voir d'un côté GoToWebinar et de l'autre le Google Forms. Voilà, donc je vous laisse un petit instant pour installer ça. Voilà, et puis voilà, ça vous permet de répondre. Vous avez un système de points. Une bonne réponse égale un point, et vous allez pouvoir répondre à 26 questions. Voilà, dites-moi dans le chat si vous avez des difficultés pour voir si ça fonctionne bien. A priori, oui, hein, c'est un simple. Voilà. Ou sinon, vous pouvez taper dans votre barre URL, vous pouvez taper bit.ly/éco-communication 2023. Et donc pareil, ça vous amène vers le sondage. Ok, donc comment ça va se passer? Donc je vais vraiment simplifier la chose, 26 questions en réalité, et donc vous allez pouvoir répondre conforme ou non conforme. Donc conforme, on va dire, à ce principe général que c'est une communication qui est non trompeuse, et là finalement c'est non trompeuse par rapport aux allégations environnementales, donc communication qui vous semble conforme ou non conforme. Disclaimer, voilà, c'est pas parce que vous aurez vu peut-être la CCI vous dire cette communication est conforme ou non conforme que vous pouvez vous baser dessus pour vos futures communications. Voilà, ça s'analyse au cas par cas. Et après, voilà, on verra quels outils et moyens vous pouvez utiliser pour aller plus loin sur ce sujet. Ok, alors c'est parti. Donc, premier sujet, matière recyclée. Voici une communication que je vous laisse lire et vous allez pouvoir répondre dans le Google Forms. Question 1, est-ce que c'est conforme ou non conforme en termes d'allégations environnementales? Voilà, donc on va comme ça faire à chaque fois 3 ou 4 cas et on va ensuite faire le corrigé dans la foulée de 3 ou 4 cas. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite. Ensuite, ça c'est bien la question 2. Voilà, donc là sur de la bijouterie. Voilà, donc on nous indique que toutes les bagues sont composées entièrement d'or recyclé. Et à côté, on peut imaginer sur un site de vente en ligne, on nous explique que bah voilà, l'extraction de l'or est très polluant et a des impacts sociaux négatifs.
Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la question suivante. J'ai un petit bug là, on est bien sur la question 3. Donc là, cette fois-ci, sur une paire de chaussures. On va nous parler de matière recyclée. Voilà. Et on va pouvoir passer à la suite. Ah, j'ai vraiment un problème d'affichage, donc là c'est bien la question 4. À nouveau une paire de chaussures. Et là on nous met en avant un label Eco Design Way. Ok. Alors voilà, je ne sais pas si ça fonctionne bien de votre côté ou si le rythme est adapté. En tout cas, voilà, là, c'est cette première partie, ça sera, on va dire, la partie la plus facile. Après, voilà, vous allez voir, le sujet se corse. Ok, alors voilà, maintenant, on va passer au corrigé. Alors, première communication non conforme. Pourquoi? Bah parce que, voilà, moi, je suis citoyen, je suis client, je lis les jouets Tosmania sont recyclés et recyclables. Si vous voulez donner de l'information à vos clients que vos produits sont recyclés et recyclables, là on imagine que ce type de jouet, il y a peut-être un catalogue avec plein de jouets différents. En tout cas, il faudra donner l'information produit par produit. Ça, c'est un premier point. Et ils sont recyclés et recyclables. Donc c'est vrai que c'est deux choses différentes. Euh, Enfin voilà, et ils sont recyclables, potentiellement ils sont recyclables, ils sont recyclés, c'est-à-dire qu'ils sont faits avec de la matière recyclée. Là voilà, c'est peut-être c'est vrai, hein, peut-être que ces produits sont à la fois recyclés et recyclables, mais présentés comme ça, de manière trop peu détaillée, eh bien on ne comprend pas et on se dit mais bon, voilà, peut-être que l'entreprise a juste mis ce type d'allégation, mais derrière il y a vraiment rien de vérifiable et dans lequel on peut avoir confiance. Deuxième question, voilà, sur les alliances. Bah, là, finalement, c'est relativement clair. C'est-à-dire qu'on nous dit que toutes les bagues en or, donc toutes les bagues en or bah, de l'entreprise, sont composées entièrement d'or recyclé. Donc là, il y a, ouais, on comprend ce que ça veut dire. Il y a pas, c'est pas certaines bagues ou une bague ou deux, c'est toutes les bagues et elles sont en or entièrement recyclé. Ok. Et là, à côté, bah, c'est plus des éléments d'information sur le fait que bah oui, l'or, on va dire non recyclé, bah, pour l'extraire, il a fallu générer beaucoup d'impact. Là, ce sujet de l'or, si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin dans le détail. Au final, on pourrait très bien arrêter d'extraire de l'or, par exemple pour faire des bagues ou des applications industrielles, et n'utiliser que les stocks d'or présents. Mais aujourd'hui, bah, on continue d'extraire de l'or parce que extraire de l'or, ça permet de générer une valeur économique qui peut être dur un peu à comprendre, tout en générant énormément de dégâts au niveau environnement. Troisième question, donc là, inspiré d'un cas réel mais rendu anonyme. Là, ce qui ne va pas, c'est que on va nous parler d'un produit qui est 50% recyclé, mais après on va nous dire que c'est la tige. Donc la tige, c'est la partie qui est au-dessus de la semelle. Elle est fabriquée un minimum à 50%, donc du coup c'est quoi? C'est la chaussure qui est faite à 50% de matière recyclée, ou c'est que la tige, donc la partie qui est au-dessus de la semelle, et si c'est la partie de la semelle, bah du coup c'est pas 50% de la chaussure. Après on a une allégation qui est bizarre, tout plastique utilisé sur le pied est recyclé, ça veut dire quoi? Et après on a un logo End Plastic Waste, euh, voilà, qui est là pour le coup qui est trop fort. Enfin, voilà, c'est pas parce que bah, c'est une avancée hein, de faire une chaussure qui intègre de la matière recyclée,
Par contre, on peut pas aller trop aussi loin de dire voilà c'est la fin des déchets plastiques parce que bah voilà ça reste une paire de chaussures avec un peu de matière recyclée. Voilà. Donc ça voilà ça c'est inspiré d'une communication qui a été jugée par une autorité en France sur les allégations environnementales comme étant vraiment non conforme. Et ce dernier exemple, eh bien là on peut le considérer comme conforme. On nous dit que c'est éco-conçu, mais attention, quand on nous dit qu'un produit est éco-conçu, ça ne suffit pas, il faut pouvoir nous dire en quoi il est éco-conçu. Là, on est sur un label en autodéclaration, voilà, et on nous dit, voilà, tous les produits de notre catalogue qui ont le logo, notre logo interne Eco-Design Way, voilà le cahier des charges auquel qu'il doit respecter. Donc là, on nous dit, voilà, la tige, elle est composée à plus à 50% de matière recyclée, ce qui veut dire que sur la chaussure entière, on a au moins 25% de matière recyclée. On nous parle de la provenance des matériaux, donc là, l'aspect plus logistique, et on nous parle également de l'emballage. Donc là, on va pouvoir considérer que c'est conforme. On va dire, là où il faudrait aller peut-être un peu plus loin, ce serait quand on parle d'un produit éco-conçu, c'est que on a une réduction significative de l'impact environnemental du produit. Donc là, il faudrait potentiellement pouvoir aussi dire en quoi, enfin, quel est le gain à l'échelle du produit euh, par rapport à un autre produit standard qui ne serait pas éco-conçu. Ça permettrait d'être encore plus clair par rapport au client. Ok, donc maintenant on va passer aux produits, non pas qui sont avec de la matière recyclée, mais des produits recyclables. C'est vrai que c'est vraiment deux sujets différents, et quand des fois on aborde le sujet de l'éco-conception, on peut se dire bah, c'est quoi la différence? Voilà, mais à force de le manipuler, vous verrez après, on comprend plus facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc question 5. Voilà, donc là on nous parle d'une chaise. Alors, est-ce conforme ou non conforme? Grande question. Ok, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, textile, on nous parle d'un sweat en coton et entièrement recyclable. Ok, question 7. Maintenant cette fois-ci sur du packaging pour des fruits. Ok, j'espère que vous avez assez de temps pour réfléchir, hein. Ça c'est... On va passer à la suite. Question 8. Voilà, tiens, un exemple de communication sur une brosse à dents à tête rechargeable. Alors, conforme, non conforme. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Et donc là, voilà, dernière de la série.
Ok, très bien, on va pouvoir passer à la correction. Alors, produits recyclables et autres, hein, vous voyez, c'est finalement ça. L'éco-conception, ça part toujours un peu dans tous les sens. Donc là, il y a déjà d'autres familles d'allégations. Le premier, alors là, en effet, c'est là où ça devient un peu difficile pour vous, je pense. C'est conforme, puisque là, c'est donc par rapport à la réglementation française, loi AGEC, qui rentre en application cette année pour certains metteurs sur le marché, et qui dit que les entreprises qui mettent sur le marché français des produits qui rentrent dans une responsabilité élargie producteur, donc qui doivent adhérer à des éco-organismes, doivent informer les clients sur les caractéristiques environnementales de leurs produits, dont notamment le côté recyclable ou pas. Donc là, c'est une chaise qui est donc dans le périmètre des, des- de la responsabilité élargie des producteurs des meubles, donc avec Éco-Mobilier, enfin maintenant c'est Éco-Maison. Et donc ce qui se passe, c'est que Éco-Maison fournit à ses adhérents euh, un tableur en ligne, il me semble, où vous rentrez le type de matériaux et comment est fait votre meuble, et en retour, on vous dit, bah, par rapport à ce type de critères, votre produit va être considéré comme non recyclable ou partiellement recyclable ou recyclable à plus de 95%, et donc là, vous pouvez indiquer la mention produit entièrement recyclable auprès de vos clients. Donc ça, c'est aussi une grosse difficulté, c'est que c'est vraiment cette notion de recyclable. C'est recyclable, ça veut dire que là où le client a acheté le produit, il y a les filières qui peuvent recycler le produit. C'est ce que le client va comprendre. J'achète une chaise en France, on me dit qu'il est recyclable, c'est-à-dire que quand je vais le mettre en déchetterie, il va être recyclé. Si j'achète le produit ma chaise en Indonésie et je le mets en déchetterie, bah, en Indonésie, il n'y a peut-être pas une filière de recyclage. Donc je pourrais pas dire en Indonésie que mon produit est entièrement recyclable. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et en préparant ce webinaire, finalement, j'ai pu me mettre à jour sur ces sujets. Le sweat, il est pourtant 100% coton, vous allez me dire. Techniquement, aujourd'hui, on commence à réussir à recycler des produits coton. La difficulté, c'est que donc l'éco-organisme Refashion, donc l'éco-organisme pour tous les produits vêtements textiles mis sur le marché en France, a analysé la situation et a indiqué aujourd'hui, c'est pas les bons ordres, c'est les ordres de grandeur hein, que j'ai en tête. 50% des produits textiles en France sont réemployés. Alors, en réalité, il y a une bonne partie, enfin, ça veut dire que ça peut partir en Afrique pour la friperie et du vêtement de seconde main. Et il y a peut-être que 5% des textiles qui sont réellement recyclés. Et donc Refashion a dit, par rapport à ce contexte, nous ne donnons pas l'indication à nos adhérents qui mettent sur le marché français des produits textiles, nous ne donnons pas l'indication de mettre la mention produit entièrement recyclable, puisque ce serait non, 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 ce serait trompeur par rapport aux clients en France. Techniquement, on peut recycler des matières textiles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 50% des déchets textiles en France vont être réemployés et ne seront pas recyclés. Et il y a peut-être que 5% qui seront recyclés. Donc là, ce serait tromper le client en lui disant c'est recyclable, il va être recyclé. Donc là, il faut suivre aussi votre éco-organisme. Qu'est-ce qu'a dit mon éco-organisme? Quelle a été son analyse? Voilà, vous voyez, c'est pas évident, je dirais en France, il faut avoir une veille assez pointue. Comment ça va se passer si vous mettez ce type de produits textiles sur un marché en Italie, en Allemagne? Bah là, finalement, il faut faire cette veille réglementaire pays par pays. Donc c'est vrai que c'est pas simple. L'emballage Pro Emballe gamme Love Your Planet. Donc non conforme, rien que parce qu'il y a ce terme Love Your Planet. Voilà, enfin, ça reste un emballage et on peut pas dire qu'utiliser des emballages, ça permet d'aimer sa planète. Après, on nous parle des engagements, on nous dit pas mal de choses. Emballage éco-conçu composé à 100% de PET recyclé. Donc là, la difficulté, c'est que éco-conçu, si je dis éco-conçu, c'est que je vais devoir donner un peu plus d'informations à mon client pour qu'il comprenne en quoi c'est éco-conçu. Ça veut dire que c'est amélioré par rapport à un produit standard sur le marché ou une version précédente.
Là, j'ai pas d'infos à part que c'est 100% en PET recyclé. Emballage recyclable, ça a priori, ça va être conforme, et d'ailleurs, voilà, ça va être conforme. Par contre, après, on va me mettre emballage réemployable. Là, c'est pareil. Si vous dites que c'est réemployable, il faut donner un peu plus d'infos au client. Réemployable pour faire quoi et combien de fois? Et là, typiquement, ce type de barquette n'est pas forcément conçu pour être réemployé. Donc là, voilà, ça c'est non conforme et trompeur. Brosse à dents Ecoaway, ah bah bizarrement, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, et donc il est conforme. Donc là, c'est aussi pour vous donner comme ça des... C'est facile de montrer des exemples de greenwashing. Ce qui est important, c'est aussi de montrer des exemples de communication qui, a priori, sont conformes. Donc voilà, on va nous dire brosse à dents éco-conçue, ne changez que la tête, réutilisez le manche. 80% de réduction d'impact pour la fabrication de la brosse à dents, avec un S. Voilà, là on nous donne un gain environnemental. Alors peut-être vous me direz, il faudrait aller plus loin. Est-ce que je vais comprendre que c'est 80% de réduction d'impact par rapport à une brosse à dents sans tête rechargeable? Voilà, peut-être il faudrait l'améliorer. Et puis aussi, voilà, on nous parle également du packaging, emballage carton 100% recyclable. Voilà, l'éco-conception, ça s'applique sur le produit et le packaging, donc faut aussi être clair là-dessus. Donc là, voilà, là, a priori, vous êtes sur une communication, une éco-communication qui, a priori, ne va pas non plus trop tromper le client. Peut-être il faudrait aller un peu plus loin. Bon, là, je vous montre des exemples euh, synthétiques de communication. Et puis le dernier, brosse à dents Ecoline, 100% biodégradable. Alors là, on nous dit brosse à dents douce grâce à ses poils en nylon brossé. Alors le nylon, c'est du plastique, ça se biodégrade pas. Donc déjà, grosse question. Et manche en bambou naturel, je savais pas qu'il y avait du bambou artificiel. Enfin, c'est là, voilà, là alors, peut-être ça se trouve, ça c'est un produit qui est éco-conçu. Il faut voir au niveau bilan environnemental. Mais là, typiquement, on sent que l'agence de communication qui a travaillé sur ce produit a bien vu un peu les mots-clés à mettre dans les éléments de communication, les a mis et hop, est passé à la suite. Et après, bah, justement, on va avoir une série spécifique sur la partie biodégradable. L'aspect biodégradable est très très encadré maintenant. Produits durables, et je vais regarder pour accélérer un peu, pour tous les passer. Alors, question numéro 10. Je vous laisse lire rapidement. Ok, sujet suivant, question numéro 11. Question numéro 12, cette fois-ci sur un t-shirt. Voilà, on va passer à la suite. Question numéro 13. Voilà. Et dernière question de cette série. Hop, je me relis.
Ok, voilà, donc je suis passé un peu vite, mais j'espère que vous aviez bien bu votre café avant de faire le webinaire. Donc, produits durables et autres. Alors, le premier, non conforme. Donc là, la difficulté, c'est sur l'utilisation du terme durable. Alors là, c'est aussi une difficulté aussi qu'en fait en anglais on va parler de sustainable et en français on va parler de durable. Alors c'est vrai que ça aurait été peut-être été plus logique en français de le traduire par soutenable, mais voilà. Mais des fois vous allez pouvoir peut-être essayer d'utiliser ce terme durable en voulant parler de sustainable en anglais. Et là, l'utilisation de ce terme est vraiment bien encadrée. Un produit sustainable, donc soutenable, ça veut dire qu'il est soutenable du point de vue économique, social et environnemental. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser et il ne remet pas en cause, enfin voilà, il peut être développé du point de vue industriel sans dégrader l'environnement de manière forte. Et on va dire, si vous développez ça pendant 15 ans, bah, au bout de 15 ans, votre produit n'aura pas détruit l'environnement. Ça, c'est le premier élément sur l'utilisation du terme sustainable, durable en français. Ensuite, il y a une difficulté, c'est entre l'ambition affichée, qui est de dire en Europe, on utilise déjà 0,8% de carburant fait avec de la biomasse, et on a l'ambition qu'en 2030, on arrive à 100%. Alors on va se dire, mais de 2030, c'est pas dans 30 ans, quoi, c'est dans 6 ans. Comment vous allez réussir à passer de 0,8 à 100 on va dire en 6 ans? Voilà. Et puis bah, également ce côté enfin voilà, donc ça pose vraiment des questions sur également le côté, mais cette biomasse, vous allez la trouver où? Enfin, elle vient de. Enfin voilà, ça pose plein de questions. Or là, on a vraiment une communication, on a l'impression que ça va être très facile, c'est sûr, c'est engagé, techniquement, financièrement, tout est calé, il n'y a plus qu'à, on va dire, mettre le contact et c'est parti, on va être avec des transports 100% décarbonés. Faire de la biomasse, c'est très bien au niveau carbone, mais rappelez-vous, on va également demain vous dire quelle est l'empreinte eau de votre produit, carburant, service, quelle est l'empreinte terre cultivable, et là, bah, tout d'un coup, le carburant biomasse, il est très bon au niveau CO2, mais il va l'être beaucoup moins sur la partie consommation d'eau et sur la partie consommation de terre durable, de terre cultivable. Question numéro 11. Conforme, donc là on va parler de durable au sens qui dure, qui a une durée de vie importante. Donc ça c'est la difficulté aussi, c'est si vous utilisez durable et que vous ne parlez pas du côté durée de vie du produit. Moi je suis client, je vois du carburant durable, bon là je vais comprendre que on parle pas du côté le carburant va durer longtemps, ça veut rien dire. Mais si vous l'utilisez sur un autre produit, peut-être que le client va dire ah, c'est durable, c'est un t-shirt durable parce qu'il dure longtemps, il est conçu pour durer 50 lavages. Donc là c'est bien, donc là c'est bon, le terme durable est utilisé pour vraiment parler de la durée de vie du produit. On nous dit durée de vie 4 fois plus longue, donc ça c'est une information spécifique. Après on a peut-être envie de dire bah, démontrez-nous que c'est vrai. Et là c'est intéressant, ça vous connaissez peut-être pas, mais c'est un label indépendant avec toute une série de cahiers des charges à respecter et qui permet de garantir qu'un produit a été conçu pour durer longtemps. Réparable soi-même, etc. Et puis là on a la note de réparabilité. Question numéro 12. Conforme. Là, finalement, il n'y a pas d'allégation environnementale à part cette EcoScore qui est bah, justement développée par PEFTrust, donc une entreprise qui est basée à Metz et à Paris et qui développe ce type de nouveaux services et qui s'applique aujourd'hui sur la partie textile. Hein. Donc vous pouvez du coup faire l'éco-score d'un produit textile. Aujourd'hui, il y a les référentiels normalisés pour faire cela. Bah là, vous donnez une information, bah, ce t-shirt, finalement, il a une note de C par rapport à différents critères, peut-être pas simple à comprendre pour le client, mais en tout cas, tout ça, c'est très encadré par des référentiels européens, donc ce n'est pas du greenwashing. Donc là, non conforme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 100% durable en coton bio. Donc coton bio, bon bah c'est bien, c'est une avancée.
mais vous ne pourrez pas dire qu'il est 100% durable. Moi, je suis client, je vais me dire c'est peut-être un produit qui va durer 50 lavages. Durable, le coton bio, c'est bien, mais on consomme moins de pesticides, mais on va quand même consommer beaucoup d'eau pour faire du coton. C'est pas une solution miracle, le coton bio. Donc, vous pouvez utiliser du coton bio dans vos textiles, mais par contre, il faut avoir après une communication qui va être nuancée. Vous ne pourrez pas dire que c'est un produit 100% durable. Et puis après, là, vous voyez, j'ai un peu forcé le trait. 80 coloris différents, 5 t-shirts achetés, le 6e offert. On est un peu dans la fast fashion. Mais c'est de la fast fashion avec du coton bio, donc tout va bien. Et dernier élément, on a trouvé comment rendre nos boissons encore meilleures. Là, c'est non conforme parce qu'en fait, moi, je suis client d'une chaîne de restauration de fast-food. Je vais me dire, tiens, c'est super, ils ont fait une bonne action. Or ça, ce n'est que le résultat de la mise en application de la réglementation française qui interdit maintenant l'utilisation d'emballages à usage unique lors de la restauration sur place. Donc là, voilà, je me dis, ah super, Burger Deli Fresh s'engage pour l'environnement. Non, non, ils ne font qu'appliquer la réglementation. Et quand vous appliquez la réglementation, vous ne pouvez pas l'utiliser comme argument de votre engagement environnemental. Produits biodégradables. C'est parti. Et je vois que le temps passe. On va accélérer un petit peu. Question numéro 16. Question numéro 17. Question numéro 18. Désolé, je vais un peu trop vite, mais le temps file. Et question numéro 19. Et on va s'arrêter là après pour le questionnaire. Allez, assez rapidement, et on va s'arrêter là après pour le test, et vous allez après pouvoir voir des outils pour vous améliorer. Alors, huile biodégradable, là pareil, c'est lié à un contexte réglementaire, c'est que maintenant le terme biodégradable, finalement, pour certaines catégories de produits, ne peut plus être utilisé, sauf si votre produit répond à l'écolabel européen, dans lequel il y a des tests de biodégradabilité qui sont à faire en laboratoire. Question numéro 17. Nos filtres papier sont compostables. Ça, c'est conforme et c'est pareil, c'est une nouveauté 2023, réglementation française. Les produits, maintenant vous avez vraiment une liste de produits. Les produits du type, papier filtre pour café, vous pouvez mettre la mention compostable. Par contre, vous ne pouvez pas le mettre sur des sachets de thé. Sachet de thé papier, c'est bon. Sachet de thé en bioplastique compostable, là, vous ne pouvez pas mettre la mention biodégradable. Enfin, vous ne pouvez pas mettre la mention compostable, même si là, vous avez un label qui vous atteste qu'ils sont compostables en unité industrielle. Donc là, vous voyez vraiment la, la subtilité. Voilà. Et là, je suis passé assez vite, mais ça, c'est vraiment un élément très important. C'est pareil, basé sur un exemple réel. Donc voilà, c'est imaginer une startup, elle a développé un nouveau produit, un nouveau procédé qui permet de mettre une fine couche d'aluminium sur du papier et qui permet au papier d'avoir des propriétés barrières aussi efficaces qu'un emballage plastique traditionnel. Mais ce que disent finalement les créateurs de cette activité, c'est que le vrac restera toujours la meilleure solution, mais ce n'est pas toujours envisageable, et si quelqu'un jette l'emballage Papermat par la fenêtre, ce qui malheureusement continuera d'arriver, il disparaîtra. Donc ça, c'est aussi un élément très important, c'est ce côté, vous vendez un produit, vous l'avez peut-être amélioré, éco-conçu, mais vous avez peut-être une autre grande alternative qui remet en cause votre activité, mais vous en avez conscience en disant, voilà, moi j'ai un produit qui est éco-conçu, peut-être j'ai encore une autre alternative qui est totalement différente, je suis conscient que c'est peut-être la meilleure,
mais moi je réponds aux besoins des clients qui peuvent pas faire passer leurs produits dans du vrac, et quand c'est le cas, nous on amène une solution. Voilà, ça c'est un élément très subtil que vous pouvez avoir en tête. Alors, vous aurez le corrigé, et on va plutôt passer à la conclusion. Hop. Voilà, donc là, vous pourrez continuer, enfin voilà, vous pourrez voilà, on n'a pas eu le temps de faire toutes les questions, mais voilà, c'était pour vous permettre d'avoir les derniers éléments contenus importants, les moyens pour avoir une communication qui va être conforme sans greenwashing. Alors, ce qui est important de voir, c'est que finalement, l'éco-communication, c'est l'étape finale d'une démarche d'éco-conception qui va se dérouler en différentes étapes, avec une phase où on va évaluer l'impact d'un produit, d'un service, ensuite on va chercher à l'améliorer, et ensuite on a la version améliorée, et c'est à ce moment-là qu'on va faire de l'éco-communication. Donc, ne pas perdre de vue que l'éco-communication, c'est l'aboutissement normalement d'une démarche d'éco-conception. Donc, premier conseil, vous pouvez justement consulter le nouveau guide pratique des allégations environnementales produit par la France, et vous aurez le lien de téléchargement. Cette année, il y a énormément de pages, donc on voit que c'est un sujet qui monte, et il y a de plus en plus de règles à suivre sur ces allégations environnementales. Un deuxième conseil, ça peut être justement en interne, si vous avez des communications et des éco-communications, c'est de mettre en place une étape de contrôle interne des communications. C'est de dire que vous pourriez vous organiser de la manière suivante, c'est vous créez la maquette des éléments d'éco-communication de votre produit, de votre service, voilà, en mode créativité, efficacité, et ensuite vous séquencez, ensuite vous avez une deuxième étape où peut-être c'est un collègue, ou peut-être même un consultant, enfin voilà, quelqu'un d'autre, ou vous-même, mais à tête reposée. Là, vous faites une sorte d'audit interne en disant, ok, maintenant que j'ai fait mes maquettes de communication, je fais le test, est-ce que ça pourrait induire en erreur mon client, est-ce qu'il pourrait risquer de pas bien comprendre ces éléments? Et si les éléments de communication sont finalement non conformes, revenez à cette étape 1 pour essayer d'avancer de manière séquencée sur cette étape du processus de communication. Finalement, c'est du bon sens, mais si vous voulez avoir de l'éco-communication efficace, il faut le faire sur un produit qui est éco-conçu. Donc, conseil numéro 3, faire que votre entreprise développe une démarche d'éco-conception. Et ça va de pair aussi avec le fait qu'il faut que vous vous assurez que les fonctions communication marketing participent au projet dès le début. Voilà, ce ne sera pas efficace si tout à la fin, voilà, vous amenez les éléments à votre collègue communication commerciale marketing. Il doit participer à tout le processus pour lui aussi monter en compétence sur ce sujet, ce qui lui permettra d'être en capacité de ne pas faire de greenwashing. Alors les moyens pour avoir une démarche d'éco-conception, vous pouvez avoir, alors soit vous voulez mettre un premier pas à l'étrier, il y a justement un format diagnostic éco-conception BPI, donc c'est 18 jours de conseil avec un consultant sur 6 à 8 mois. Donc là, ça vous permet de faire cette étape de lancement, de diagnostic et d'identifier les premiers axes d'éco-conception, et ça s'arrête là. Et vous avez également justement un format proposé par la CCI avec l'ADEME et la région, et qui vous permet d'avoir un accompagnement global sur 15 mois. Donc c'est un accompagnement collectif et individuel qui s'appelle Making Durable, et qui vous permet sur 15 mois de faire sur un produit, un service, toute cette boucle d'éco-conception, et notamment avec un atelier de formation sur l'éco-communication, et que vous appliquez justement aux produits et aux services que vous éco-concevez dans le cadre de cette démarche d'éco-conception. Donc voilà, donc là ça vous fait deux options, une qui vous permet de vraiment mettre le pied à l'étrier, mais après vous n'avez pas forcément, vous faites pas toute la boucle d'éco-conception, ou alors vous êtes, voilà, vous dites c'est le moment, on veut s'engager, et là vous avez un accompagnement global sur 15 mois. Bon, ça c'est le détail. Et puis dernier élément, ça peut être aussi par exemple de se dire tiens, je veux me former. Donc là vous avez auprès du pôle éco-conception, donc un pôle de référence sur l'éco-conception au niveau national, des modules de formation en ligne, disponibles, prodigués également en ligne. Et donc ça, voilà, ça c'est aussi un moyen pour vous de vous former sur l'éco-communication
avec aussi les limites que vous connaissez tous au niveau des formations, c'est que voilà, la formation des fois ça peut être information descendante, et quand vous revenez sur le terrain, c'est là où vous pouvez peut-être avoir besoin justement d'un conseil consultant sur cette partie éco-communication, mais voilà. En tout cas, la formation vous permet déjà de monter en compétence sur le sujet. Voilà, j'ai un peu accéléré sur la fin pour tenir le délai, il est 10h02. En tout cas, merci pour votre participation. Vous n'avez peut-être pas pu faire le test sur Google Forms jusqu'au bout, mais voilà, vous aurez le corrigé, et on diffuse le support aux personnes qui répondent au questionnaire de satisfaction. Voilà, ça nous intéresse d'avoir votre feedback. Et également, on vous pose la question, voilà, si votre entreprise du Grand Est, vous avez aussi envie de vous améliorer sur la partie gestion des déchets, sachez que vous pouvez faire appel à la CCI pour un format visite matières et déchets. Et ça, c'est pour améliorer le tri, la prévention des déchets sur votre site de production. Il faut avoir au moins une benne 30 mètres cubes dans la cour pour que ça soit intéressant. Et également, on peut faire la même chose avec vous sur la partie économie d'énergie avec le format visite énergie. Et là, pareil, ça s'adresse plus à votre entreprise si vous avez au moins 60 000 € de facture énergie ou gaz par an. Voilà donc pour ce webinaire. En tout cas, merci pour votre participation. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné des éléments concrets pour tester vos futures communications et ne pas tomber dans le greenwashing. Je vous dis à très bientôt, et passez une belle saison estivale.